Bonjour à tous. Bonjour à tous. Nous sommes tout simplement regroupés aujourd'hui pour pouvoir participer à ce nouveau webinaire sur les nouveautés de Revit 2023. Ce webinaire est dispensé par Money Machine France, premier du coup revendeur Autodesk en Europe et premier partenaire Autodesk en Europe. Sans trop attendre, je vais tout simplement vous présenter Manette Machine France, quelques chiffres, donc plus de 20 collaborateurs en France, plus de 9 millions de chiffres d'affaires en France, et du coup, comme je vous disais, partenaire Platinum d'Autodesk, premier partenaire en Europe, deuxième mondial. Voilà. Je me présente aussi très rapidement, Sho Kiyoshi, responsable technique BIM Manager, j'occupe ce rôle-là depuis 3 ans. Je suis votre interlocuteur dans la réussite de vos projets BIM. Mon rôle est tout simplement de vous accompagner dans le déploiement et la mise en œuvre du management BIM sur vos projets et dans vos agences, dans vos bureaux d'études. Et au-delà des audits et de la prescription que je fais de manière quotidienne, je suis moi-même amené aussi à vous former, vous, modeleurs, vous, coordinateurs, et surtout vous, managers et référents BIM. Comme je vous disais, Man Machine est positionné sur tout ce qui est accompagnement BIM. Donc, si vous avez décidé de vous lancer dans la grande aventure du BIM, n'hésitez pas à nous solliciter. Nous sommes bien positionnés sur le conseil et le déploiement de stratégies BIM. Le management de projet BIM, nous sommes amenés aussi à faire du détachement de compétences dans des grandes structures. Donc ça, c'est quelque chose qui se développe beaucoup chez nous. Et nous travaillons aussi sur les plateformes collaboratives. Et là-dessus, on travaille avec différents partenaires technologiques. En parlant des différents partenaires technologiques et nos partenariats, du coup, on travaille beaucoup avec eux sur plusieurs axes, hein, la coordination, la collaboration, les calculs, la visualisation et la modélisation. Nos partenaires sont assez connus sur le marché, donc ils n'ont plus vraiment de preuves à faire. Et c'est intéressant de travailler avec eux, du coup, parce qu'en fait, quelque part, on est toujours à l'affût de ce qui est nécessaire chez les clients. Donc on travaille avec Autodesk, BIMTrack, Chaos Group, Transoft, Solutions, Ecodomus, Enscape, Oracle, Sync Project, Symbol et Sophistic. En termes de, bien sûr, parce qu'il faut aussi des bécanes, des machines pour pouvoir travailler. En termes du coup d'équipement de workstation, nous avons un partenariat solide avec Lenovo et avec eux, on retrouve quand même un rapport qualité-prix qui est quand même assez intéressant. N'hésitez pas à nous solliciter. Nous, nos commerciaux, nous allons pouvoir vous aider sur du coup l'usage des bonnes machines, sur les bonnes activités. Suivez-nous aussi, hein, nous avons des podcasts et bim, hein, une fois par mois, on va tout simplement un interview avec un de nos clients, un client avec lequel j'aurais travaillé ou un de mes collaborateurs aura travaillé et qui est en fait tout simplement satisfait de nos prestations, ou alors en fait ça peut être tout simplement une interview inspirante, hein, et là en fait quelque part on va pouvoir travailler vraiment, on va pouvoir vraiment parler de BIM. On a aussi notre blog, hein. Ce qu'on essaie de faire, c'est que 2 fois par mois, on vous met à disposition des nouveaux articles sur notre site internet. Et puis aussi, on a les réseaux sociaux, on est quand même assez présent, LinkedIn, YouTube, Facebook. Et n'hésitez pas à nous retrouver dessus parce qu'on partage énormément de tutos, nos témoignages, hein, les podcasts et BIM, nos témoignages clients, les livres blancs et du coup les articles que l'on a bien ensemble. Donc, si vous avez des questions sur les nouveautés, n'hésitez pas à utiliser l'espace chat pour pouvoir les poser vos questions et je reviendrai personnellement vers vous par la suite pour répondre à vos questions. Comme vous le savez, les nouveautés Revit 2023 sont quand même assez intéressantes. Revit 2023 est sorti avec son tout nouveau logo et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'Autodesk a vraiment proposé un ensemble d'améliorations et de fonctionnalités en conformité avec les demandes qui avaient été formulées par les utilisateurs. Dans ce webinaire, nous vous présentons 3 grands groupes de nouveautés. Les nouveautés pour améliorer la productivité, les nouveautés qui concernent les analyses et les simulations sur Revit, et les nouveautés sur l'interopérabilité et l'optimisation de la modélisation. Donc, si vous voulez, nous avons été un peu plus loin sur certaines nouveautés, donc vous verrez qu'en fait sur certaines nouveautés, on va en fait parcourir ces nouveautés-là, on va juste les énumérer, mais on vous a préparé aussi des vidéos, des mini-vidéos sur certaines fonctionnalités qu'on met aussi à disposition sur notre compte YouTube. Et là-dessus, en fait, vous allez retrouver des choses vraiment intéressantes, comme la gestion des livrables 2D en mode production, ce qui va vous permettre en fait, de gagner énormément de temps. C'est des petits webinaires de 5 minutes et puis ça vous permet aussi de gagner des heures de production derrière. Donc n'hésitez pas à revenir sur notre compte YouTube pour profiter en fait et de bénéficier de ces partages de connaissances.
En commençant par les nouveautés qui concernent l'amélioration de la productivité. Donc je vais commencer à énumérer ces fonctionnalités-là. Aujourd'hui, il est désormais possible du coup de mesurer en 3D. On a un accès simplifié sur les plans de travail. Les plans de travail, c'est ce qui vous permet de travailler correctement en 2D et en 3D sur des aspects de modélisation. La mise en mémoire de ces derniers, plans de travail, ceux sur lesquels on a travaillé juste avant. Plus besoin en fait de reconfigurer le plan de travail sur lequel on va travailler vue par vue. En fait, finalement, il le garde bien en mémoire. L'usage des matériaux simplifiés et le partage des ressources matériaux unifiées qui peuvent être faits. Donc, du coup, aujourd'hui, on peut même partager des ressources de matériaux directement sur une plateforme cloud comme celle qu'on a sur BIM 360 ou Autodesk Construction Cloud. Et là, en fait, on peut stocker un maximum de matériaux. C'est assez intéressant quand on veut travailler en mode collaboratif. Donc, voilà. Donc, je vous ai préparé quelques vidéos de présentation sur la productivité. Alors, commençons par les mesures 3D. À droite, j'ai Revit dans sa version antérieure 2023 et à gauche, Revit dans sa version 2023. Donc l'idée en fait quelque part, c'est de pouvoir en fait tout simplement vous montrer une chose qui est assez intéressante, c'est l'outil qui nous permet de faire des mesures. Donc avant ça, en fait, dans la version 2022, 2021, etc., nous n'avions pas la possibilité, en vue 3D, d'accéder à la commande qui vous permet, en fait, tout simplement de faire des mesures. Dorénavant, vous avez la possibilité de le faire. Donc, mettez-vous en vue 3D, et allez-y et amusez-vous. Moi, c'est ce que j'ai pu faire. J'étais quand même assez content parce que ce produit-là, je l'utilise quand même depuis assez longtemps. Je l'avais utilisé en projet scolaire il y a 14 ans. Donc, du coup, c'est quand même assez intéressant aussi de voir que les possibilités sont là en fait. On va parler aussi du coup de cette deuxième nouvelle fonctionnalité, hein. Donc là, pareil, je me mets dans une version antérieure à Revit 2023. Donc avant, comme vous le saviez, hein, quand il fallait changer les matériaux sur une famille, on accédait du coup à que ce soit une famille système, une famille chargeable, une famille in situ, on accédait à l'objet et en fait on avait la possibilité tout simplement les menus de pouvoir en fait tout simplement changer le type de matériau. Donc une fois qu'on voulait changer le type de matériau, on revenait en fait finalement dans cette fenêtre-là. Cette fenêtre-là qui est générale, on y a accès depuis l'onglet Gérer. Et à gauche, vous aviez en fait la liste des matériaux, on avait aussi la liste des ressources. Et pour ceux qui ont un doute ou ceux qui ne savent pas ce que c'est que les ressources, il y a certainement des personnes qui ne connaissent pas Revit mais qui veulent travailler sur Revit et qui veulent voir un petit peu comment ça fonctionne. Aujourd'hui, en fait, les matériaux fonctionnent d'une façon assez particulière, c'est qu'en fait, les matériaux sont enrichis avec des ressources, en apparence, en physique et en thermique. Et si on veut du coup accéder au indicateur de ressources, on a tout simplement la possibilité de sélectionner une ressource et de l'intégrer du coup au matériau. Donc là, si je prends par exemple le béton, vous voyez en fait finalement que vous avez des ressources physiques. C'est ce qui va alimenter en fait l'onglet physique du matériau. Donc voilà, ça c'était pour reprendre un petit peu tout simplement l'explication sur les matériaux. Donc, ce qui était embêtant avant, c'est quoi? C'est qu'en fait, quand on travaillait sur Revit, quand on avait besoin de travailler sur un matériau ou un matériau type, on avait besoin en fait du coup de faire une duplique. Et quand on faisait une duplique, en fait, on bénéficiait en fait tout simplement des mêmes apparences que l'on avait sur le matériau sur lequel en fait on avait fait la duplique. Donc du coup, deux matériaux partageaient le même onglet apparence pour simplifier les choses. Donc si je configurais en fait du coup l'onglet apparence, qu'est-ce qui se passait? Je me retrouvais du coup avec deux matériaux dans mon navigateur de matériaux sur la partie droite en fait qui reprenait en fait tout simplement la mise à jour des teintures par exemple ou tout simplement du paramétrage. Donc ce qui est intéressant dans la nouvelle fonctionnalité, du coup, on va passer sur Revit 2023, c'est qu'en fait, aujourd'hui, on a une nouvelle commande qui est disponible. Donc, je vais à nouveau sur les matériaux de Revit. Je me retrouve avec les mêmes fenêtres, hein, comme vous pouvez le voir. Je sélectionne un matériau tout simplement dans ma fenêtre
gauche, et dans cette fenêtre de gauche, en fait, qu'est-ce que je vais faire? Je vais travailler sur l'apparence. Je vais essayer de lui mettre en fait tout simplement une teinte, mais avant ça, je regarde les fonctionnalités que j'ai. Là, vous voyez, avec la nouvelle fonctionnalité, j'ai deux façons de dupliquer. Allons sur le fait que on va travailler sur une duplique avec des ressources matérielles, les ressources de matériaux. Donc, en gros, cette fonctionnalité-là est la même que celle que j'avais avant. Quand on a des ressources partagées, quand on fait une duplique avec des ressources partagées, on se retrouve du coup avec les mêmes apparences, les mêmes ressources. Donc là, vous voyez, béton, c'est exactement le même. Si sur ce nouveau matériau que j'ai dupliqué, je change la teinte, le matériau de départ va aussi reprendre la teinte. Ça, c'est logique. Donc après, on ne restera plus qu'à du coup mettre mon matériau en teinte. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que si c'est pas ce que je veux, si je veux dupliquer mon matériau et du coup dupliquer aussi les ressources, il faut que j'utilise la nouvelle fonctionnalité qui est de dupliquer les matériaux et les ressources. Je renomme si je veux mon matériau, hein, j'ai pas de problème par rapport à ça. Et dans ce nouveau matériau, par exemple, j'ai désactivé la teinte. Le fait de désactiver la teinte, en fait, finalement, je n'applique plus du tout une teinte sur le nouveau matériau. Une fois que je l'ai fait, je renomme mon matériau et voilà. Donc du coup, je me retrouve du coup avec un matériau comme je l'avais précédemment. La seule chose qui change, c'est que pour l'un, il y a une teinte qui a été appliquée, pour l'autre, la teinte n'a pas été appliquée. Pour l'un, on a une ressource qui est dupliquée, pour l'autre, il n'y a pas de ressource dupliquée. Sachez qu'on peut aussi, les fonctionnalités de base qui est de dupliquer comment on appelle ça, les ressources est toujours à disposition, donc du coup vous pouvez utiliser la méthode que vous voulez. Je finis du coup avec les plans de travail. Donc au niveau des plans de travail, ce qui est intéressant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait on va avoir la possibilité du coup de sélectionner n'importe quel plan incliné, hein. La plupart du temps quand on veut travailler en 3D sur un plan incliné ou un plan vertical. On utilise beaucoup les plans verticaux quand on veut, par exemple, positionner un texte 3D. Donc là, en fait, on utilise la fonctionnalité plan de construction qui est sur les onglets architecture, structure ou système. Et là-dessus, en fait, on va définir en fait tout simplement le plan sur lequel on va travailler. Une fois qu'on a défini le plan sur lequel on va travailler, si on ne voit pas le plan, on peut l'afficher. Et la plupart du temps, en fait, vous avez un plan en colorimétrie bleue qui apparaît. Donc, il se peut aussi que ce plan-là ne soit pas forcément bien positionné au-dessus de l'objet. Donc, n'hésitez pas à dézoomer, reprendre ce plan-là et de le repositionner. Et puis ceux qui travaillent aussi sur ce fameux papier millimétré, entre parenthèses, n'hésitez pas aussi à travailler sur la taille des carreaux en fait. Si vous voulez travailler du coup sur un autre plan, comme d'hab, ce que vous faites en fait, c'est que vous allez sélectionner ce plan qui est en fait incliné sur un autre objet. Avec la nouvelle version de Revit, en fait, vous avez la possibilité directement d'aller choisir le plan. Donc, la nouveauté, c'est quoi? C'est que vous n'êtes plus obligé d'aller dans ce menu déroulant, définir, vous pouvez directement travailler avec le raccourci à vue qui est PK, hein, pic comme pic pleine, en fait, finalement, et du coup, travailler sur le plan de construction. Donc, pour ceux qui ont déjà travaillé sur les plans de construction, et qui savent du coup de quoi je parle, aujourd'hui, en fait, nous n'avons plus ce besoin en fait nous l'avons en mémoire d'ailleurs ce plan de construction, mais nous n'avons plus besoin en fait finalement de venir dans ce menu-là et d'aller choisir le plan. On a un raccourci clavier qui est associé et donc du coup notre productivité est plus que accélérée. Donc voilà. J'enchaîne du coup avec d'autres nouvelles fonctionnalités, comme par exemple la présence d'un volet déroulant pour le référencement des vues, le fait d'avoir de nouvelles catégories qui disposent enfin de l'option coupe dans leur paramétrage objet. Donc ça c'est beaucoup sur les paramètres sur certaines familles comme les catégories de famille immobilier. Donc vous allez monter sur le mode de famille du coup ça sera des familles chargeables. Vous allez pouvoir activer dans les paramétrages la possibilité de rendre coupable en fait finalement l'objet dans la vue 3D. Je vous ai préparé des mini vidéos là-dessus, tant pour le mini déroulant sur le référencement des vues, pour les coûts, pour l'arborescence au projet. Et là je vais continuer à énumérer. Donc on a le ferrage qui est aujourd'hui désormais possible dans les murs structurels non porteurs. C'est une nouvelle option qu'on a sur les murs non porteurs.
mais qui sont structurels. On a aussi les formes acier selon les normes britanniques, donc le façonnage type qui est pris en charge maintenant dans Revit, dans la nouvelle version. On a la propagation adaptative, et ça c'est vachement intéressant, donc je vais vous le présenter, qui permet de reprendre des paramètres de positionnement de ferrage et de les propager dans un ensemble d'objets tout en respectant l'enrobage. Donc pour ça, bah, écoutez, bah, c'est simple, je vous fais une petite démo donc, sur la propagation adaptative. Pour ça, je vais prendre tout simplement un modèle structurel, et quand j'aurai choisi ce modèle structurel, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement euh, bah, en fait, je vais monter sur un modèle structurel. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans le modèle structurel, je vais avoir du coup le ferrillage, je vais avoir du coup peut-être des enrobages qui seront déjà disponibles, et je vais avoir du coup un environnement qui est plus propice et qui permet aussi de montrer ceux qui utilisent du coup Revit sur l'aspect structure les choses, en fait, les fonctionnalités. Donc dans ce modèle-là, il me semble qu'il y a du ferrillage quelque part. Oui, en effet, il y a du ferrillage quelque part. Je vais quand même en mettre. Je vais changer le type de vue, ça va me permettre de voir quand même à travers le modèle. Et ouais, ferrage, je les trouve là, nickel, impeccable. Donc, du coup, sur cette poutre-là, du coup, je vais bénéficier du ferrage qui a déjà été mis à disposition sur la maquette qui est livrée avec le logiciel. Donc je vais travailler vraiment dans cet environnement. L'idée, en fait, quelque part, c'est de ne pas avoir à reconfigurer chaque poutre avant de travailler dedans. Donc ça, c'est quand même assez embêtant de pouvoir le faire. Une des, des malheurs qu'on avait quand on travaillait sur une structure, c'est qu'en fait, il fallait énormément s'adapter au logiciel et du coup travailler chaque élément et s'assurer que le ferrage était possible et du coup passer un peu de temps dessus. Donc il y avait certains outils comme AutoCAD aujourd'hui qui sont très utilisés et qui permettaient en fait quelque part d'aller un peu plus vite au niveau du ferrage. Là en fait on commence à gagner en rapidité d'exécution. Donc en fait, ce qu'on va pouvoir faire, c'est tout simplement reproduire une configuration dans un élément et le déployer sur plusieurs éléments de la même catégorie. Donc là, j'isole en fait tout simplement cette partie de la maquette. En fait, je vais quand même, voilà, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner du coup la poutre qui bénéficie en fait du ferrage actuellement. Et une fois que je l'ai, hein, je ne sais pas si vous avez vu, j'en avais profité aussi pour changer la taille de certaines poutres. C'est pour vous montrer aussi les autres fonctionnalités que l'on a. Je vais aller dans le menu contextuel hein, au niveau de la groupe de commande armature et je vais sélectionner la commande propager l'armature. Donc en faisant ça, qu'est-ce qui se passe? Je sélectionne du coup cette commande. Une fois que je l'ai sélectionnée, en fait, qu'est-ce que je vais faire? Je vais voir qu'en fait, j'ai en surbrillance plusieurs poutres, qu'elles soient ou pas de la même taille, de la même section, je vais avoir plusieurs poutres. Et après, j'aurai juste à, en fait, tout simplement choisir la poutre sur laquelle je veux travailler. Ça n'a rien à voir du coup avec les lignes fines ou pas. Regardez, je reprends cette poutre-là, je choisis la propagation de l'armature et j'ai que les poutres qui se mettent en surbrillance noire. Il me restera du coup plus qu'à sélectionner ces poutres-là. Donc voilà, c'est ce que je vais faire. Je vais en prendre plusieurs. Je vais aligner selon lot. Ok, je vous montrerai du coup après quelles sont les nouvelles fonctionnalités avec l'aligner sur la face. Et une fois que c'est fait, il me restera tout simplement à terminer. Vous voyez qu'il y a en fait une infobulle qui apparaît automatiquement à côté du curseur. On peut la désactiver là-haut à droite si vous le voulez. En bas, en fait, quelle que soit la taille de la section, on a la possibilité du coup de positionner du coup le même ferraillage et tout va s'adapter automatiquement. Maintenant, une fois que ça c'est fait, je vais vous montrer du coup la suite. La suite en fait, c'est quoi? La suite en fait, c'est tout simplement avoir la possibilité euh, de bénéficier de l'enrobage paramétré sur l'une des faces d'une poutre et tout simplement de contrôler le déploiement en fait sur d'autres éléments. Là, je vous dis, on peut désactiver, afficher l'infobule. L'idée, avant de pouvoir faire la propagation, c'est de pouvoir retravailler avec vous en live pour vous montrer que c'est possible, l'enrobage fait sur les différentes faces de l'objet. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement sélectionner ma poutre et jouer avec l'enrobage. Donc je vais choisir des enrobages assez intéressants, c'est des enrobages qui vont nous permettre en fait, visuellement de voir qu'il y a vraiment une modification et que il va vraiment y avoir un déploiement de l'autre côté. Donc, que ce soit la face intérieure ou les autres faces, je vais choisir du coup des enrobages différents. Donc là, j'ai choisi 50-50, je vais peut-être choisir autre chose
40, 50, 13, 50, voilà. Et une fois que c'est fait, en fait, qu'est-ce que je vais faire? Je vais réutiliser la même commande, je sélectionne du coup ma poutre, hop, et une fois que je sélectionne ma poutre, pareil, propagation de l'armature, je sélectionne aligner sur la face et je voudrais du coup travailler, faire ma copie et en prenant cette face en référence. De l'autre côté, en fait, je vais reprendre l'autre face qui va être du coup la face référente. Donc ça, on va faire un collage spécial, un peu comme dans Word ou Excel. Et une fois que c'est fait, il ne me restera plus qu'à faire mon coller. Je vais bénéficier du coup du même enrobage que j'avais précédemment. J'enchaîne du coup avec les autres nouveautés. Donc on va avoir aussi la possibilité d'automatiser les mises en place des assemblages métalliques depuis une bibliothèque spécifique. Donc on a quand même une amélioration à ce niveau-là côté structure. À ce niveau-là, et puis même pour d'autres choses, les performances d'affilage ont vraiment été améliorées. Et je vous en reparlerai du coup en fin de webinaire parce qu'en fait on atteint quand même historiquement des, euh, des améliorations quand même assez formidables. Hein. On va aussi avoir des mises à jour concernant les paramètres d'élévation dans les étiquettes. Et ça, c'est quand même quelque chose qui a été pris en considération pour tout le monde. Hein. Alors, on va parler de la partie MEP. Hein. J'ai une petite présentation sur la partie MEP. Pour finir avec la partie MEP sur cette nouveauté, il y a, pour ceux qui utilisent la partie fabrication, des poignées qui ont été associées aux familles et qui ont été mises en place. Donc ça, n'hésitez pas à les utiliser pour pouvoir tout simplement continuer votre production. Pareil, sur ce même thème de la fabrication, vous avez maintenant aussi des indicateurs d'élévation qui ont été mis en place. Et sans attendre, je vais tout simplement vous montrer les paramètres d'élévation que l'on a dans les étiquettes. Donc, je finis avec cette partie-là, je ouvre une autre maquette, donc une maquette MEP, et dans cette maquette MEP, en fait, ce qui m'intéresse, moi, vous l'aurez compris, c'est de pouvoir avoir un objet qui est incliné. Les objets inclinés, en fait, vous les connaissez très bien, ce sont les tuyauteries de canalisation, en gravitaire. L'idée, c'est quoi? C'est d'aller sur une maquette qui bénéficie du coup de ça, et une fois que l'on a ces éléments-là, on va pouvoir en fait du coup euh, tout simplement aller vérifier en fait, ces élévations. On a une inclinaison d'1%, comme vous pouvez le voir. On a du coup une élévation que l'on a tout simplement en amont et du coup une élévation qu'on a en aval au niveau des extrémités. Alors, je vais faire quoi? Je vais tout simplement verrouiller cette vue 3D parce que comme vous le savez, on ne peut pas étiqueter si on n'a pas verrouillé la vue 3D. Et une fois qu'on a verrouillé la vue 3D, en fait, je vais aller dans l'onglet annoter et je vais en fait tout simplement euh, taguer, étiqueter la canalisation. Annoter, étiqueter par catégorie, CTG, et voilà, une fois que je l'ai fait, donc je positionne mon étiquette, et une fois que j'ai positionné mon étiquette, je vais juste changer l'extrémité. L'extrémité, je ne vais pas la mettre en libre, mais je vais plutôt la mettre en attaché. Et ce qui va m'intéresser aussi, c'est quoi? C'est de pouvoir changer du coup l'étiquette. Je sélectionne l'étiquette, je regarde, il n'y en a pas d'autres, donc il n'y en a pas d'autres, donc je vais aller modifier la famille. Normalement, vous ne devrez pas en avoir d'autres parce que c'est une nouvelle fonctionnalité. Je sélectionne le libellé qui est sur cette étiquette. La taille ne m'intéresse plus. Je vais tout simplement, c'est un test, hein, je ne vais pas renouveler la famille. Je vais aller du coup dans ces nouvelles fonctionnalités qui sont disponibles. Et là, comme vous pouvez le voir, en fait, je vais avoir énormément de nouvelles possibilités. Les élévations tant sur le fil d'eau, sur les points hauts que sur les points les plus bas. Et une fois que j'ai choisi du coup mes axes, hein, une fois que j'ai choisi, je vais tout simplement les positionner, mettre mes petits préfixes en fait pour savoir exactement où est l'avant et où est l'aval. En fait, ça c'est assez intéressant. Donc, du coup, je vais mettre aval et voilà. Alors, je vais peut-être quelque chose, c'est plutôt couper. Alors, je vais revenir sur le libellé avant de charger. Je vais couper et une fois que j'ai coupé, ça va me permettre en fait tout simplement d'avoir les deux libellés qui vont venir. Je charge dans le projet, je charge dans le projet, je vérifie, voilà, c'est bien celui-là, parce que je vais en avoir plusieurs en fait pour faire cette démo. Et une fois que je les ai, comme vous pouvez voir, en fait, je vais avoir du coup les différentes élévations. Du coup, en fonction des normes projets, en fonction des normes entreprises, si vous avez choisi des arrondis spécifiques ou alors des unités spécifiques, ça c'est des choses que vous allez avoir du coup, qui vont remonter soit dans l'étiquette, soit il va falloir travailler l'étiquette pour pouvoir avoir vraiment ce que vous souhaitez sur vos étiquettes. Donc voilà, j'enchaîne du coup sur la présentation.
Je vais aussi avoir d'autres fonctionnalités, ça c'est principalement pour les familles, les nouvelles catégories qui voient le jour, les dispositifs de contrôle mécanique et thermostat, des équipements de plomberie, donc des bains d'eau chaude, la possibilité du coup d'avoir des hébergements différents pour les connecteurs web, donc ça c'est intéressant parce qu'on gagne énormément de temps, l'éco temporaire dans des familles imbriquées et partagées, donc du coup vous vous retrouvez avec par exemple une table avec plusieurs chaises. Ces chaises-là sont imbriquées dans la famille. Comme vous le savez, quand vous envoyez le tout dans Revit, dans notre projet, vous ne travaillez que sur la famille qui hoste les autres familles, en fait, finalement. Là, en fait, avec les comptes temporaires pour les familles imbriquées, on va pouvoir aussi déplacer des chaises. Les capacités de maillage ont aussi été améliorées, donc du coup, au niveau du rendu, vous comprenez pourquoi on a des choses beaucoup plus intéressantes au niveau de la visu. Ok, on enchaîne du coup sur une autre possibilité en fait, comme vous voyez en fait, les nouvelles possibilités c'est plutôt les nouvelles catégories et ça c'est vachement intéressant quand on travaille en gestion technique du bâtiment, gestion patrimoine, gestion d'exploitation. Donc, comme vous le voyez en fait au niveau du l'onglet système avant on avait vraiment on avait pas mal de catégories mais là depuis la version 2023 on va vraiment pouvoir avoir la possibilité de positionner des thermostats, des sondes, des hygrostats et des appareils ils ont fait tout simplement de régulation sur la partie CVC. Côté plomberie, on va avoir aussi des équipements de plomberie, donc du coup on pourra mettre des ballons d'eau chaude, des pompes, etc., etc. En élec, on n'a pas forcément de nouvelles catégories. En élec, en fait, ce qu'on va avoir, c'est plutôt côté dimensionnement, côté analyse. Côté analytique, en fait, on va avoir la possibilité de travailler les bilans de puissance et autres, en fait. On n'a pas vraiment de famille, du coup, puisque c'est une nouvelle catégorie. L'idée, en fait, quelque part, c'est de pouvoir quand même comprendre quelle est la catégorie. En fait, pour vérifier si on peut vraiment avoir ces nouvelles catégories, rien de plus simple que d'aller créer une nouvelle famille. Et quand on va créer une nouvelle famille, on va se mettre en modèle générique métrique. Quand on est en modèle générique métrique, comme vous le savez, c'est que la première étape qu'on va avoir à faire, c'est tout simplement respecter du coup, la hiérarchie objet et de catégoriser du coup la famille. Donc, je vérifie, waouh, nickel. En effet, j'ai bien les appareils de régulation qui sont en place. Je reviens sur la partie canalisation, pareil, équipement de plomberie qui sont en place. C'est génial. Dorénavant, avec ces catégories nouvelles, je vais avoir la possibilité de déclarer dans les projets de nouvelles catégories d'objets. J'espère que ça va suivre avec les IFC. Voilà. Je continue du coup avec une autre présentation. Donc là, en fait, qu'est-ce que je vais faire? Je vais choisir tout simplement une famille. Je ne vais pas prendre n'importe laquelle sur ce projet-là. Je vais. Ah, alors, je vais tout simplement. Je crois que. Voilà, si c'est bien celle-là. Nickel. Je vais revenir, excusez-moi. Je reviens du coup sur ce modèle-là et je vais en fait tout simplement déverrouiller la vue que j'avais verrouillée tout à l'heure et je vais sélectionner un objet. Je ne vais pas sélectionner n'importe lequel, comme je vous ai dit, hein, je vais vraiment prendre le plus gros, le plus imposant. Et je vais du coup travailler sur cet objet-là. Alors, quel est l'avantage du coup de la nouvelle fonctionnalité qui est présente dans Revit, notamment au niveau de la création de famille? Vous vous rappelez, avant, vous travaillez avec des connecteurs et les connecteurs, vous les paramétrez sur des familles. Le souci, en fait, quelque part, c'est que quand votre famille changeait, le connecteur, la plupart du temps, en fait, il fallait le déplacer. Avant, vous ne pouviez pas déplacer ce connecteur. Dorénavant, c'est quelque chose qui est rendu possible. Vous pouvez placer votre connecteur où vous voulez, sur n'importe quelle face. Enfin, il faudrait du coup une surface qui permet d'accueillir le connecteur. Il ne faudrait pas le faire sur quelque chose de sphérique. Donc voilà, une fois que vous avez déplacé votre connecteur, vérifiez de vous-même, vous pouvez tout simplement lancer la vite et choisir une famille et vérifier si c'est possible ou pas. En fait, pour moi, en tout cas, ça a été totalement possible. Et j'ai bien pu récupérer les différentes caractéristiques que j'avais sur le connecteur. Et limite, c'est pas un connecteur fictif, c'est vraiment un connecteur. C'est vraiment le connecteur en fait qui vous est utile. Donc voilà, ça c'est quand même quelque chose d'assez intéressant, notamment pour ceux qui faisaient beaucoup de familles. Le fait de pouvoir déplacer les connecteurs, c'est vraiment quelque chose qui est rendu possible. Donc voilà. Je vais passer à d'autres types de nouveautés et je vais peut-être aussi aller un petit peu plus vite pour respecter le temps. Donc au niveau du coup des nouveautés, on va avoir pas mal de nouveautés concernant les analyses et les simulations sur Revit. Sur la partie électricité, je vous disais que il y a une façon de travailler avec les bilans de puissance et on a aussi travaillé certains systèmes de distribution
d'alimentation analytique. On fera un webinaire spécifique là-dessus. Je ne vais pas trop m'attarder, l'idée c'est de vous énumérer la nouvelle fonctionnalité. Ce qui est intéressant, c'est les études solaires en fait, qui est rendu possible et beaucoup plus interactif. Donc en fait, si je reviens en fait sur une maquette, hein, je me mets sur la partie solaire analysis, et là en fait, quand je suis dessus, qu'est-ce que j'ai comme possibilité? Je vais avoir les possibilités classiques en fait, c'est qui est d'avoir la course solaire de manière globale qui est affichée au-dessus de la maquette. L'idée, c'est de pouvoir aussi bénéficier de l'ombrage qui va bien avec, déplacer mon soleil sur l'année et sur la journée pour pouvoir en fait avoir la bonne position. Ça se fera que si vous géolocalisez la maquette. Quelque chose de nouveau, c'est l'option étude d'ensoleillement. L'étude d'ensoleillement vous apporte directement un nouveau ruban en fait qui est là, qui est présent que pour la, on va dire le dimensionnement, la géolocalisation, l'orientation, et du coup aussi les positionnements des fenêtres. Hein. Vous avez compris qu'en fait cette visu on peut la voir en intérieur ou en extérieur. Donc à n'importe quel moment, en fait, si vous voulez arrêter cette simulation, cette analyse, vous faites une touche échappe et c'est réglé. Derrière, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que vous allez pouvoir travailler aussi sur la vitesse d'analyse. Vous allez pouvoir aussi jouer sur l'intensité de la lumière du soleil. Donc, dans ces cas-là, moi, je vous conseille de vous mettre dans un autre style de vue. Et vous allez pouvoir jouer sur l'intensité de l'ombre. Vous allez pouvoir, du coup, aussi tout simplement faire des études sur plusieurs jours, comme je l'ai, du coup, euh, configuré dans mon ruban. Ou alors, vous allez pouvoir le faire sur une journée, 2 journées, enfin, sur un moment spécifique, un moment spécifique, une journée spécifique ou sur vraiment plusieurs moments, plusieurs jours. Quoi. Donc n'hésitez pas à jouer sur l'intensité de la lumière. Je travaillais bien au style de vue avant de pouvoir travailler du coup ces fonctionnalités-là. Et ces fonctionnalités-là, en fait, une fois qu'on travaille dessus, il y a un impact sur les plugins que vous avez de l'autre côté qui vous permet d'envoyer la maquette pour avoir des meilleurs rendus. Et pour ce qui est valeurs définies, hein, pour les valeurs prédéfinies, vous allez disposer en fait finalement des mêmes fonctionnalités que vous avez avant, sauf que là c'est beaucoup plus interactif. Quand vous alliez en fait en bas sur la petite commande soleil, ces choses-là étaient présentes dans le paramètre de soleil, et comme vous pouvez le voir en fait, l'étude d'ensoleillement était possible, mais ce n'était pas du tout aussi interactif que ça l'est maintenant. Aujourd'hui, les valeurs prédéfinies se configurent quand même dans cette fenêtre-là, donc n'hésitez pas à la configurer dans cette fenêtre-là, vous la retrouverez du coup dans le ruban. Et n'hésitez pas du coup, pour ceux qui veulent aller plus loin dans la configuration, c'est d'utiliser les paramètres. Voilà, voilà. Je continue du coup sur la présentation. Donc là, pour les nouveautés concernant les analyses et les simulations sur Revit, chaque discipline a le droit à ses petites améliorations. On va avoir des nouveaux workflows pour l'analyse structurelle, une nouvelle gestion analytique du modèle structurel dans un contexte BIM et du coup une automatisation du modèle analytique structurel. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a changé la façon dont on travaillait avec le modèle structurel. C'est plus du tout c'est plus du tout la même façon avec laquelle on travaille avec ce qu'on pouvait faire avec les versions antérieures. Donc, du coup, avec la version 2023, ça a totalement changé. Et là, du coup, ce que je vais faire en fait, tout simplement, c'est que je vais utiliser une maquette architecturale pour pouvoir travailler et vous montrer en fait les différentes fonctionnalités que j'ai devant moi. Donc là, en fait, j'utilise cette maquette architecturale et pourquoi j'utilise cette maquette architecturale? Tout simplement parce qu'en fait, ça va me simplifier la vie. Je vais, la plupart du temps, en fait, dans les workflows, je récupère la maquette architecturale et soit le projeteur va travailler directement sur la maquette, soit l'ingénieur va venir travailler sur la maquette et va en fait commencer à faire ses petites analyses. Donc moi, en fait, je vais plutôt me mettre dans la place d'un ingénieur et je vais tout simplement manipuler la maquette architecturale. Donc je garde une version que je ne vais pas enregistrer, bien entendu, à part et je vais tout simplement tout masquer. Je vais le faire, je vais reprendre ma petite ampoule en bas, ma petite fonctionnalité. Elle va me permettre en fait de revoir tout ce que j'ai en face de moi. Et quand j'ai ces éléments en face de moi, comme vous pouvez le voir, j'ai des lumières qui sont structurelles, porteurs, et je ne les vois pas forcément de l'autre côté. Donc il y a bien une nouvelle façon de travailler avec les murs analytiques. Les murs analytiques, quand est-ce qu'ils sont utilisés? Ils sont utilisés en fait quand il faut dimensionner l'ouvrage. Bien souvent, en fait, les murs analytiques sont travaillés avec certaines hypothèses et de positionnement ou autres. Donc ça, les ingénieurs structure savent exactement de quoi je parle. L'idée, en fait, quelque part, c'est de leur montrer que maintenant,
ils peuvent s'accaparer des maquettes et du coup travailler directement, un peu comme on le faisait avec des outils qu'on a eu qui sont arrêtés d'être développés en 2015. Euh, je ne vais pas citer ces noms de ces logiciels-là, mais l'idée c'est de pouvoir en fait que ces fonctionnalités maintenant sont présentes dans Revit et on a la possibilité du coup de créer des parois, de créer des fibres en fait, des membres, et puis quelque part en fait on va avoir la possibilité du coup de simuler le fait qu'ils ont des matériaux spécifiques qui sont structurels du coup, leur donner un rôle, donc du coup pour une paroi c'est simple, hein, ça va être un sol, un mur ou autre, et du coup on va pouvoir leur donner l'épaisseur et les analyser convenablement. Voilà, voilà. Je continue du coup sur d'autres fonctionnalités. Qu'est-ce que j'ai comme d'autres fonctionnalités? Donc j'ai tout ce qui est nouveauté sur l'interopérabilité et l'optimisation de la modélisation. Et là, ça va être un peu plus rapide puisque du coup, c'est des choses que je vais vous énumérer. Donc on va avoir une optimisation des affichages sur la nouvelle version de Revit. Donc en fait, vous allez voir qu'avec des machines un peu moins puissantes, vous allez quand même pouvoir bénéficier d'une navigation assez fluide. Les optimisations ont été faites pour pouvoir régénérer très rapidement des objets, donc comme la catégorie pièces, et comme vous le savez, la catégorie pièces, on en a énormément besoin dans le BIM. On va aussi avoir des performances sur les sélections de certains modèles ayant des contrôles de type punaise, en fait. Donc ce que vous aviez en fait dans certains modèles, c'est que vous avez pas mal de punaises un peu partout pour éviter d'avoir des objets qui bougent dans tous les sens. Et quand vous faisiez une sélection globale, en fait, ce qui était embêtant, c'est que en fait, vous sélectionniez des objets qui étaient punaisés, donc ça ralentissait le logiciel. Des fois, même à le rendre gris et de le voir planter aussi pour certains. Donc ça, c'est assez intéressant parce que du coup, on pourra activer, désactiver ces symboles. On va pouvoir aussi avoir des imports beaucoup plus intéressants, tant dans les familles que dans les containers et les projets complexes, hein. Donc les DWG, les formats sérieux vont être. L'import a été revu, donc aujourd'hui on a des imports beaucoup plus intéressants. Tout le monde a eu des imports sur le projet BIM de format sérieux qui étaient quand même assez à discuter en fait finalement. Là aujourd'hui, le sujet n'est plus vraiment d'actualité en fait. On a vraiment amélioré les imports. Donc n'hésitez pas à passer sur cette version-là pour pouvoir voir en fait de vous-même. Pareil, les imports d'images raster ont été pas mal revus. Comme je vous parlais d'optimisation de performance historique, c'est bien le cas en fait, hein. Vous pouvez le voir aussi sur le blog Village Beam. On a en fait des performances qui vont de 30 à 400 fois plus véloces que ce qu'on avait avant. Donc ça c'est quand même assez intéressant. Non seulement du coup le logiciel Revit est adapté pour les machines, mais aussi rend la vie beaucoup plus facile à ceux qui produisent, quoi. On a amélioré les workflows avec les différents autres logiciels qu'on a satellites autour de Revit, comme Formule Pro. On a amélioré les imports, on a amélioré aussi le paramétrage des objets IFC et donc du coup la boîte de dialogue de mappage d'exploitation. Donc en fait, on va pouvoir mieux configurer les objets en sortie. On a une meilleure gestion des données de type direct chep et on a une amélioration de la gestion des impressions. Autre chose, on va avoir la possibilité aujourd'hui maintenant de faire des étiquettes pour les groupes et on va aussi avoir la possibilité d'étiqueter des modèles liés. Et ça, c'est quand même quelque chose d'assez intéressant. Voilà, voilà pour moi, pour ce webinaire. Ce qui sera intéressant du coup, c'est de voir aussi les vidéos de 5 minutes que je vous ai proposées. Je fais aussi, du coup, je parle davantage et plus en détail des IFC et je vous montre un petit exemple de configuration simple d'une porte par exemple. Et vous voyez en fait finalement que dans la nouvelle version, les schémas IFC ont été pris en considération. L'IFC 4, l'IFC 2X3 et je crois qu'il y a encore l'IFC 2X2, même s'il n'est pas forcément très utilisé en France. L'idée, c'est de pouvoir revoir du coup cette arborescence qui se présente devant vous et plus besoin en fait d'avoir de connaissances pointues sur les IFC. On retrouve l'arborescence, on sélectionne, en fait, on respecte le cahier des charges du client, on sélectionne du coup l'objet, on le configure directement soit en occurrence, soit en type, et derrière en fait, on va pouvoir avoir les différentes configuration rendue possible. Donc voilà pour moi pour aujourd'hui. Je vais récolter du coup toutes les questions que vous aurez posées sur l'espace chat. N'hésitez pas si vous avez besoin
à revenir vers nous, envoyez-nous un petit courriel, envoyez-nous un message sur YouTube ou même sur LinkedIn, hein. On est présent un peu partout. On a vraiment des personnes dédiées qui sont là pour vous. Et bien voilà. Merci beaucoup pour votre participation. Je vous dis à bientôt.